Bonsoir les Itata, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est fait nous. Dans une première vie, notre invité était professeur de sciences, depuis il est devenu photographe, puis patron des artisans de Martinique. Bonsoir Henri Salomon. Bonsoir Jean-Marc Romuel et bonsoir aux téléspectateurs. Comment allez-vous? En pleine forme. Réélu il y a quoi, 6 mois, président de la Chambre de métiers de Martinique. C'est ça, un second mandat avec la même équipe qui a été rajeunie, renforcée, mais toujours la même, motivation pour faire avancer l'artisanat. Et on va le voir à travers cette émission, vous avez eu un parcours un peu atypique, je le disais, professeur de sciences, photographe, et puis élu président des artisans, enfin président de la Chambre de métiers de Martinique ensuite. Ouais, c'est un parcours de passionné, puisque pour toutes ces activités, j'ai toujours eu le même plaisir, la même passion à les réaliser, à les vivre. Et le parcours n'est pas fini. On va le découvrir, ce parcours. On va commencer d'abord par votre parcours personnel à travers la rubrique Kimounouye. Alors, qui est l'homme Henri Salomon? Si vous deviez vous décrire en quelques mots. Un passionné, donc une personne qui aime aussi les autres. J'ai souvent dit que tout ce que j'ai fait de bien, je l'ai fait avec les autres. Et donc j'aime rassembler les énergies, les bonnes volontés. Et puis surtout, donc, trouver du plaisir dans tout ce que je fais, ce que je réalise. Donc c'est le fondement de l'artisanat, c'est des métiers où on est passionné. Et parce qu'on est passionné, on va se donner à fond. Alors on va le voir, le parcours d'Henri Salomon a démarré loin de la Martinique. On va le voir avec une première photo qui situe bien le lieu où vous êtes né, en réalité. Vous l'avez derrière moi, je vous laisse la commenter. Ah oui, Marseille, Notre-Dame de la Garde, donc l'emblème de Marseille. Et oui, c'est là que commence mon histoire. En fait, elle commence là parce que mon père a rencontré ma mère sur le bateau qui amenait ma mère à Marseille. Donc je pense qu'en arrivant à Marseille, elle a dû avoir cette vision de la bonne mère, comme on dit à Marseille. Et ils se sont rencontrés donc, sur le bateau. Lui travaillait sur ce bateau. Mm-hmm. Et voilà, il y a eu mariage, 4 enfants et plus de 60 ans de vie commune. Et on va voir d'ailleurs le petit Henri, le tout petit Henri sur la photo suivante. Vous l'avez derrière moi, Henri. Alors, ça, c'est une photo. Vous êtes bébé encore. Ah oui. Ah bien, c'est. On reconnaît d'ailleurs. On revoit un peu déjà on retrouve un peu les traits. Voilà. Je pense que je devais être fasciné par l'objectif. Déjà. Et je me suis dit, il m'en faudrait un comme ça. Alors, oui, j'ai eu beaucoup de photos enfants, puisque étant l'aîné, donc. Pour ma maman, les séances photos, c'était quotidien. Donc, oui, j'ai beaucoup de photos. Et puis après, en grandissant, j'ai été responsable de l'appareil photo, ce qui a amené un peu à mettre en place une trajectoire photographique qui a fait de moi un photographe professionnel, impliqué aussi pour la profession. L'enfance à Marseille, les premiers souvenirs, qu'est-ce qui vous remonte? De très bons souvenirs. Donc on habitait dans une cité, dans les quartiers nord de Marseille, et j'avais l'impression d'être dans un village multi-ethnique avec des gens qui venaient vraiment de toute origine. Et parce que nous habitions le même quartier, le même bâtiment, on était, comme une entité et avec vraiment un sentiment communautaire, mais qui était très partagé. Ce qu'on retrouve peut-être un peu moins aujourd'hui dans les grandes cités en périphérie des villes. Mais c'était vraiment très solidaire. Les adultes veillaient sur les enfants, même si ce n'était pas les leurs, nous reprenaient. Et en fait, on y retrouve de ce qui se passait en Martinique, en tout cas ce que me racontaient mes parents dans leur jeunesse, où les voisins s'occupaient des enfants, n'hésitaient pas à réprimander un enfant qui faisait une bêtise, comme si c'était le leur. Et ça, ça a été mon enfance marseillaise, et avec toutes ces valeurs martiniquaises, donc, amenées par mes parents à chacun de leurs enfants. Vous n'avez pas ramené l'accent marseillais, par contre? Je n'étais pas très bon en accent, je pense. D'ailleurs, mon professeur d'anglais m'a toujours dit n'avait pas un bon accent, et c'était pareil pour mon prof d'espagnol. Mais
quand j'étais gamin à Marseille, on me disait oui, tu as un accent de Parisien, parce que je n'avais pas d'accent, donc forcément, c'était un accent de Parisien. Mais l'accent revient dans certaines situations, Oui. lors de certains matchs d'ailleurs, puisque je suis un fan de l'Olympique de Marseille et au stade Vélodrome, mon accent, il est là. Alors, on va voir une photo de ceux grâce à qui vous êtes arrivés sur Terre, n'est-ce pas? Monsieur et Madame Salomon. Oui. Je vous laisse. Alors, vous ressemblez beaucoup plus à votre mère qu'à votre père, on a dû déjà vous le dire. Oui, donc mes parents. Donc, mon père est décédé l'année dernière, mais On sent l'émotion. ouais. Et votre maman Elle est toujours à Marseille. toujours là. D'ailleurs, actuellement, elle s'occupe de ma fille qui est partie pour ses études, donc qui a fait sa première année de droit et de classe prépa Votre à Marseille. fille Marie. Hein. Marie, oui, qui a fait donc ses études à Marseille et en compagnie de ma maman. Donc, c'était une bonne chose qu'elle puisse faire ses études à Marseille. Et cette photo, elle est importante parce que j'ai fait cette photo, je venais de m'inscrire dans un club photo. Et j'ai dit à On mes verra la parents, photo tout à je l'heure, vais ouais. vous photographier et c'est moi qui vais tirer la photo. Voilà, c'était peut-être le début de ma carrière de photographe professionnel. Les souvenirs de vos parents, l'éducation qu'ils vous ont transmise, qu'est-ce que vous en diriez? Eh bien, je les remercie. Et je crois que je les remercierai jamais assez. De la générosité, de la responsabilité et puis de l'amour. Nous avons été aimés par nos parents. Et cette éducation était forcément empreinte aussi de la culture antillaise qu'ils vous ont aussi déjà transmise à l'époque. Ah oui, très tôt. Donc ma mère me disait, quand on te demande de quelle nationalité, tu dis française, mais d'origine martiniquaise. Et ça, c'était très important pour eux. Ils avaient cette culture ancrée en eux. Ah oui, et même moi, donc je vous ai dit, j'ai grandi à Marseille, mais j'étais martiniquais, puisque... On parlait créole dans la famille un petit peu, les parents parlaient créole? Mes parents parlaient créole, donc nous, ça nous arrivait peu, sauf pour s'amuser, et puis parce qu'on aime bien certains mots créoles, notamment tous ceux qui étaient interdits. Donc ça, on s'amusait bien à les répéter en cachette. Mais ce côté martiniquais a été très présent, puisque je vous disais, donc vous êtes entouré d'étrangers, puis votre identité, oui, moi je suis un Marseillais, mais d'origine martiniquaise, un Martiniquais, fier de la Martinique, même si je ne la connaissais pas encore tout petit. Alors, on va voir l'appareil photo grâce auquel vous avez fait cette photo, enfin on suppose, puisque vous l'avez sur la photo suivante, ce sont les débuts du Henri Salomon photographe. Voilà, ouais, 14 ans, en 13 ans même, en quatrième, et puis je décide d'aller dans un club photo avec des professeurs, donc c'était les professeurs qui animaient ce club photo, et c'était des personnes très engagées. Et quand je dis engagées, c'est-à-dire ils faisaient de l'enseignement, ils avaient choisi l'éducation nationale, mais ils avaient pris vraiment le pack complet, parce qu'on avait vraiment un accompagnement, quel que soit l'élève, avec du soutien, des fois même des cours de soutien, puisque quand vous êtes gamin, que vous avez des difficultés en anglais, moi, ce n'est pas à mes parents que j'allais demander de m'expliquer l'anglais ou les maths. Et nos enseignants étaient très, très, très présents. Et en 2008, j'ai participé à une rencontre où un des élèves de ma classe de 6e avait rassemblé tous les élèves. Et non seulement il avait rassemblé tous les élèves de la classe, mais aussi une douzaine de nos anciens professeurs. Et là, je me suis rendu compte de l'importance qu'ils avaient eue sur ma trajectoire, sur ma vie professionnelle, comme sur celle de mes camarades. Et le club photo, c'est un de ces professeurs qu'il avait créé. Et j'étais très content en le rencontrant de lui dire que j'étais devenu photographe professionnel. À l'époque, j'étais même vice-président du groupement national des photographes. Et c'était vraiment donc, une petite étincelle qu'il avait déclenchée lors de mes... Oui, j'avais 13 ans. Et que j'avais continué à entretenir. Et déjà, à ce moment-là, vous vous disiez, si je pouvais en faire mon métier, ça vous effleurait déjà? Je pensais pas en faire mon métier, mais je me rappelle en seconde, on nous avait demandé quel métier on voudrait faire plus tard. J'aimais beaucoup la science. J'aimais aussi la photographie. Et sur ma fiche, j'avais noté photographe scientifique sur la navette spatiale. D'accord. Et j'avais envoyé ça à mon professeur. Et je crois que
il y avait tout mon désir et sur la photographie et aussi sur les technologies et la science. Finalement, j'ai fait les deux en 2 étapes, mais c'est une trajectoire, c'est une continuité. Tout ce que j'ai fait, dans l'éducation nationale ou en point de vue scientifique, me sert aussi, m'a servi aussi pour ma carrière photographique et me sert encore aujourd'hui pour ma présidence, ma mandature et les responsabilités, notamment vis-à-vis de l'apprentissage, de l'éducation des jeunes et la transmission des savoirs. Si je vous dis lycée Marie Curie, ça vous parle? Ah oui, c'est un lycée, le lycée scientifique à Marseille. On va découvrir la photo de groupe de lycée d'ailleurs. Voilà, la formation des jeunes scientifiques. Donc je suis facile à identifier, puisque j'étais le seul noir de la classe. À l'époque, j'avais plus de cheveux, mais de très bons souvenirs avec des lycéens qui avaient choisi d'étudier les sciences, et la plupart ont eu une carrière scientifique. Et c'était... pour moi, ça avait été... je sortais des quartiers nord, j'allais dans un lycée dans le centre-ville, un peu qui était coté à l'époque. Et donc, je changeais aussi d'environnement, puisque c'était plus les mêmes, les mêmes relations sociales, mais ça avait été très enrichissant. Et avant de parler de votre premier métier, on va voir que vous avez aussi, outre la photo, une autre passion qui est la musique. Et on va voir le guitariste Henri Salomon. Oui, la musique, c'est importante. Donc là aussi, une activité de passion. Donc là, c'est un peu plus tard, je suis étudiant. Et j'avais créé un groupe avec des passionnés. On se produisait dans toute la région marseillaise. Là, on est peut-être à 200 km de Marseille, dans les Alpes. C'était en plein été, il faisait beau, il y avait plein de monde. Et notre groupe s'exprimait. Notre groupe s'appelait Nirvana. Donc avant le groupe de Kurt Cobain, parce que cette photo, c'est en 84. Voilà, et on avait un mélange de musique où il y avait beaucoup de percussions mélangées à du rock. Et en fait, toutes nos origines s'exprimaient au travers de ce groupe. C'était là aussi très formateur pour vous. Ah oui, je crois que c'est une des expériences les plus intenses que j'ai vécues, parce que là, c'est fait avec les tripes. C'est là aussi, donc comme j'avais créé le groupe et j'étais le leader du groupe, c'est là aussi où vous apprenez à gérer la logistique, à gérer les hommes et femmes, donc, qui étaient dans le groupe. Parce que quand vous vous êtes engagé, que vous avez dit « nous allons nous produire à telle heure, tel jour, à tel lieu », il faut y être. Et là, donc, vous devez gérer toute votre équipe. Mais ça a été très formateur sur la créativité, la prise d'initiative, et puis surtout la rigueur. Et puis la rigueur, notamment pour tout ce qui est logistique. Et la rigueur, vous l'avez forcément eue, en tout cas vous avez dû l'acquérir pour devenir professeur de sciences. On va voir le labo, une photo de labo en fait, qui symbolise votre premier métier. Oui, ça c'est les outils du biochimiste, donc, puisque j'ai fait une formation de biochimie avec des études de sciences à Marseille. Et c'était une passion, je trouvais ça très, très intéressant. Après, j'ai eu la chance d'enseigner en Martinique. C'était beaucoup de plaisir aussi à être au contact des jeunes. Et un jour, je me suis dit, j'adore la photo. Si je ne me lance pas aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Donc, un jour, j'ai décidé de ne pas suivre le chemin de la rentrée, mais de vivre de ma passion. Donc, j'ai créé mon entreprise. On va y revenir dans un instant, mais le retour en Martinique ou la venue en Martinique, c'était en quelle année? En 89. 89. Et votre premier poste de professeur de sciences, c'était en Martinique? En 89, oui. Donc, au début, j'enseignais la physique et la chimie. Après, des années plus tard, donc, j'ai pu avoir des postes pour enseigner la biochimie et la microbiologie, qui était, j'allais dire, ma formation initiale.
Et c'était cette venue en Martinique, c'était aussi très symbolique puisque je ne suis pas né en Martinique, donc j'y étais très attaché. On venait pour les vacances, mais j'ai voulu donc me dire une expérience martiniquaise à une époque où j'étais plutôt libre, et surtout j'avais cette volonté de connaître et de connaître, j'allais dire, mais de le vivre pleinement. Donc cette Martinique, pas seulement en période de vacances, mais d'y avoir un moment de ma vie. Et j'avais prévu d'y rester 3 ans. Les 3 ans sont très vite passés, mais au bout de 6 mois, je savais que j'y allais y rester pour très longtemps et y faire ma vie. Donc l'adaptation, c'est très bien fait, elle s'est faite très rapidement. Alors là, bien mieux même que je l'avais imaginé, puisque quand vous partez, on dit oui, ça va être difficile, tu as l'habitude des grandes villes, de voyager, d'avoir tout, enfin c'est rare. Toutes sortes d'activités à proximité. On m'a même parlé du syndrome insulaire. Moi, tout ça, je ne l'ai pas vécu. Moi, l'adaptation se fait très rapidement. Puis je suis venu en écoutant, en apprenant. Et ce que j'ai trouvé et retrouvé, puisque ce que je vivais, c'était aussi, j'allais dire, beaucoup d'éléments qui avaient été implantés dans mon éducation. Donc, moi, je pense que j'ai eu la bonne éducation, donc l'adaptation s'est faite sans aucun problème. Le premier poste de professeur de sciences, c'était dans quel établissement? Au lycée de la Pointe des Nègres. La première année, pendant 2 ans, ensuite au lycée de Bellevue, et donc pas très loin d'ici. D'ailleurs, aujourd'hui, de mon bureau à la chambre de métier, j'ai la vue sur les lycées. Sur les 2 lycées, en me disant, tiens, j'ai fait du chemin, j'ai juste traversé la rue. Et puis, il y a eu la bascule. Il y a eu la bascule vers la photographie. Et le premier studio et la société Made in Image. Made in Image. Alors, on voit ce très très beau studio avec un magnifique appareil photo. Voilà, donc ça c'était... Alors c'est pas tout à fait le premier studio, parce que le premier studio, je le louais, les 2 premiers même. Donc, la photo est plus récente, bien sûr. Et ça, donc oui, ça c'est le premier studio donc, que j'ai construit, réalisé, du sur-mesure, équipé. Là, on est déjà avec du matériel numérique. Donc la photo date de 2008, et ce studio a été construit en 2000. Donc vous avez été enseignant pendant 11 ans? Non, parce que j'ai quitté l'enseignement en 93. Ah oui. Et donc, les premiers studios, c'est des studios que je louais. Très bien. Donc, juste 4 ans enseignant et très, très rapidement la bascule vers la photographie. Très rapidement la bascule en me disant, si tu veux vivre de la photo, il faut y aller. Et je ne suis pas du genre à faire, on fait de l'enseignement d'un côté et puis des jobs de l'autre côté. Non, j'avais envie de le vivre pleinement, de pouvoir aussi regarder mes collègues dans les yeux. Donc j'aurais dit, écoutez, moi j'ai envie de devenir photographe, comment ça se passe? Et je crois que j'ai été bien accueilli par mes collègues à l'époque, puisqu'on a créé le groupement des photographes professionnels en 1993. Et parmi toute l'équipe, il n'y avait que des bébés photographes, puisqu'on avait quelques mois pour certains d'expérience. Mais on a appris à travailler ensemble, à se connaître, et surtout à faire avancer notre métier. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans la photographie? Vous avez considéré que la Martinique était un terreau favorable pour vous lancer dans ce métier? J'ai toujours aimé la photographie. Donc ça, c'était inscrit, j'allais dire, dans mes désirs depuis longtemps. Je faisais de belles photos, en tout cas, c'est ce que disaient les gens qui on voit d'ailleurs une très très belle, justement. Des photos. Une photo publicitaire, d'ailleurs, pour BMW, qui est une magnifique photo. Ouais. Un grand moment de plaisir. Et cette photo, elle a une histoire, parce que cette photo a été faite en 2009, pendant les grèves de 2009, où toutes les commandes se sont arrêtées. Donc moi, j'étais au chômage forcé. Et donc pas de commandes, en plus ces entreprises étant fermées, qui étaient mes principaux clients, la photo, enfin la communication, c'était pas leur première préoccupation, puisque pendant des mois, nous avons souffert des effets de cette grève, de cette crise sociale. Et un jour, je me suis dit, puisque j'ai du temps,
Donc j'avais appelé quelqu'un chez BMW pour lui demander si je pouvais avoir il y avait un modèle qui venait de sortir, c'était la Z4, que j'aimerais faire une photo. Et donc je leur demandais rien, c'était juste, j'avais envie de faire une photo, donc j'ai trouvé un super modèle. Et un ami photographe qui m'avait servi d'assistant, Pascal Joachim, des groupes électrogènes, puisqu'à l'époque les flashs ne fonctionnaient pas sur batterie, et on a été faire cette photo sur la plage des Salines. Et une fois réalisée, je l'ai montré à BMW, qui m'a dit « Ah bah, ok, on achète ». Et donc, cette photo, elle a voyagé, elle était même dans le bureau du directeur, donc du numéro 2 chez BMW, qui a été venu en Martinique, qui avait vu cette photo, et BMW m'avait demandé de lui faire un exemplaire. Il y a un petit côté Grace Jones à travers la photo. Grace Jones, à l'époque, avait fait des publicités pour des véhicules, et on retrouve un peu ce côté... Eh bien, il y a l'expression aussi du photographe, de sa vision de la femme, de l'automobile, donc du plaisir. Donc là, on sent qu'il y a une maîtrise. Et la femme n'est pas là juste, je veux dire, comme une potiche, comme souvent elles sont utilisées, et notamment pour la vente de voitures ou d'autres choses. Non, là, elle a les choses en main, donc elle est jolie, elle est sexy, mais élégante, dynamique. Et surtout, c'est elle qui contrôle son destin. Donc oui, il y a beaucoup de messages dans cette photo. Et puis, il y a aussi ma vision de ce que doit être une femme, et du respect que les hommes doivent avoir pour les femmes. Et voilà, donc c'est la façon dont j'éduque mes enfants. Donc cette photo est devenue par la suite une photo publicitaire. Vous avez beaucoup travaillé pour la publicité, c'était quasiment l'essentiel de votre activité. Oui, donc la publicité, la communication d'entreprise, parce qu'en publicité, on peut parler des affiches sur les panneaux, mais les entreprises ont besoin de visuels qu'ils vont garder dans leurs locaux, mettre aussi des hommes et des femmes en valeur au sein de l'entreprise. Donc c'était passionnant. Et pendant toute cette période de photographe publicitaire où je travaillais avec des entreprises, j'ai découvert la Martinique, alors que ce soit au niveau des paysages, parce que je me rappelle qu'on a été aussi dans le passé sur le terrain, donc pour aller faire des photos, j'ai rencontré des lieux extraordinaires, mais aussi des personnes extraordinaires, et surtout, j'ai pu photographier tout type d'entreprises sur le territoire. Et tout ceci, ce n'était pas pour rien, parce que ça faisait partie de mon métier, mais dans mes activités d'aujourd'hui de président de chambre de métier, cette connaissance de l'entreprise, et surtout de l'entreprise martiniquaise, eh bien, elle a commencé déjà, donc c'est à l'époque où j'étais photographe professionnel. Et il y a aussi cette plongée au cœur de la société martiniquaise avec une photo sur le carnaval, une très très belle photo. Alors, je ne suis pas spécialiste de photo, je vais vous laisser la commenter, mais on a un grand angle là, une vue formidable sur le carnaval avec toute cette masse. Ouais, c'est une photo assez rare, et donc j'étais très fier de l'avoir réalisée. Donc c'était un Mardi Gras, et c'est le Mardi Gras de 2010. Il faut se rappeler qu'en 2009, il n'y avait pas eu de carnaval par rapport à cette fameuse crise. Donc en 2010, ça avait vraiment été le déchaînement, le défoulement, où tous les Martiniquais voulaient vivre à fond le carnaval. Donc il y avait beaucoup de monde. Et j'avais anticipé, pour pouvoir réaliser cette photo, je voulais faire une belle photo au moment du coucher de soleil, pas de nuit, mais vraiment au moment du coucher de soleil, pour qu'on puisse voir l'environnement, sentir la ferveur. Et ça, en plus, c'est une photo donc panoramique, c'est une association de 3 photos pour vraiment balayer toute la rue, puisque c'est le boulevard Général de Gaulle. Et j'ai eu la chance déjà d'être accueilli donc, par des personnes qui m'ont permis de faire la photo sur leur balcon. Donc c'était un cabinet d'avocats, celui de Maître Hunel. Et puis d'avoir ces 2 dames qui regardent le déferlement de passion, d'énergie, de musique et de bruit, et tout en restant assises. Et j'aime beaucoup la mamie sur le côté, qui vit le carnaval à sa façon. Donc cette photo dit beaucoup de choses. Et puis on a la mairie en plein milieu, donc qui permet de situer le lieu de la photo
de montrer que l'action est vraiment en plein cœur de la ville. On continue à parler de la Martinique à travers la seconde rubrique qui s'appelle Martinique. Le regard du photographe sur la Martinique, en quelques mots, ça fait maintenant donc pratiquement 30 ans que vous êtes, pas loin de 30 ans, 28 ans que vous êtes 33 photographe. ans. Alors, 33 ans En Martinique. pour le retour la venue en Martinique, et depuis 93, donc 29 ans de photographie. Le regard sur la Martinique, le regard du photographe. La Martinique, elle est belle. Ça fait 29 ans que je circule, j'allais dire, dans tous les coins de la Martinique. Et aujourd'hui encore, je découvre de nouveaux endroits. Alors, on peut dire, oui, c'est un petit territoire, il n'y a plus rien à découvrir. Eh bien oui, vous avez tout le temps des choses à découvrir. Un territoire aussi qui évolue, qu'il faut protéger. On le voit actuellement avec le littoral, où il y a une érosion, l'effet des sargasses aussi, qui en s'accumulant donc dégagent des acides et qui ont une répercussion sur les plantes qui permettent de stabiliser les plages. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai la chance, en plus de travailler pour l'ADEAL, sur l'Observatoire photographique du paysage. La direction de l'environnement, on va dire pour résumer. Donc, c'est la direction de l'environnement, et depuis 2007, après le passage du cyclone Digne, il m'avait demandé, avec d'autres photographes, de photographier des points bien précis. Et chaque fois, nous refaisons des photos tous les 3 ans pour voir l'évolution. Et là, donc, je suis témoin en direct de l'évolution du paysage, avec des choses très positives, puisque après le cyclone Digne, tout ce qui était végétation était ravagé, mais la nature a très vite repris le dessus, avec beaucoup de vigueur. Et je vois que certains endroits continuent à être protégés. Et donc à garder, j'allais dire, toute leur qualité environnementale. Et bien sûr, d'autres endroits où le béton gangrène parfois nos paysages. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt très heureux de vivre et d'être martiniquais, parce qu'on a vraiment un pays fabuleux qu'il faut protéger au quotidien. Et c'est d'ailleurs aussi un des travaux de la Chambre de métier par rapport aux entreprises, pour que nos entrepreneurs, nos artisans soient accompagnés, puisque aujourd'hui, ce sont aussi des garants de l'environnement et d'une meilleure qualité de vie partagée par tous. Et vous êtes nombreux, vous êtes un certain nombre de photographes à nous faire découvrir ou redécouvrir la Martinique. Et il y a eu cette expérience, la création du groupement des photographes professionnels de Martinique, avec cette très belle photo sur une Jeep. C'était 93 ou un petit peu après. Le groupement est né en 93. Cette photo date de 2003. Oui, c'est écrit donc en 2002, j'en deviens le président. Et je décide, avec une équipe qui constitue le bureau, de fêter, de célébrer notre 10e anniversaire. Et donc, on a fait un grand événement avec un salon, des formations, des rencontres, et puis une soirée de gala mémorable. Et bien sûr, on a communiqué. Nous avions même fait un film publicitaire qui parlait de notre expo, de nos métiers. Et pour illustrer donc ce 10e anniversaire, j'avais décidé de faire cette photo où nous sommes tous dans le même véhicule. Et donc, il y a beaucoup de sens, parce que déjà, on sent la joie, le dynamisme des photographes. Et puis, ce côté solidaire. On est tous dans le même véhicule et un peu avancé vers l'avenir, donc dans le sens de l'image, vers la droite. Et on se souvient que l'un de vos premiers combats, ça a été la lutte contre ce qu'on appelait à l'époque les photographes marrons. Oui, ça a été l'un de nos combats, la lutte contre le travail illégal, pour que le grand public sache que être photographe, c'est un métier, c'est pas une activité à côté, un job, c'est un vrai métier. Avec, d'ailleurs, je salue tous les photographes et tous les artisans qui sont dans leur vrai métier et qui se battent tous les jours. Et nous, on avait un problème, avec un manque de visibilité. On a beaucoup travaillé à ça. On a fait un nettoyage efficace de notre profession. Et puis surtout, il ne suffit pas de nettoyer, il faut aussi tirer la profession vers le haut. Et à cette époque-là, le numérique arrivait. Et c'était une époque où on faisait au moins 3 formations par an pour les photographes professionnels qui l'y suivaient, qui étaient assidus. Et du coup, l'impact du numérique, parce que ça arrivait comme un raz-de-marée, en Martinique, ça a été très bénéfique.
alors que d'autres régions souffraient de l'arrivée du numérique. Nous, ça nous a permis de nous libérer, de pouvoir aussi commercer avec le reste du monde et d'avoir plus d'autonomie sur le traitement de nos images. Et bien sûr, c'est très chronophage. Ça nous a pris aussi beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et vous, personnellement, Henri Salomon, vous avez voulu vous perfectionner et vous avez suivi une formation HEC. On va voir la promo. La promo. On va voir, oui, la promo en l'occurrence, une photo de la promo. Vous avez voulu en fait vous former au métier de chef d'entreprise, clairement. Alors, chef d'entreprise, je l'étais. D'ailleurs, là, vous avez une belle brochette de chefs d'entreprise. Et donc, ce sont tous devenus des amis. On se connaissait un peu en début de promotion. Mais là, on s'est formés ensemble, on a travaillé ensemble. Il y a des entreprises différentes, que ce soit dans les professions libérales, industrielles, des entreprises avec plus d'une centaine de personnes, d'autres où il n'y avait qu'un seul salarié ou deux. Mais on a créé un vrai groupe de partage de compétences, partage de savoir, et puis la solidarité. Donc, vous voyez cette photo, on l'a réalisée à mon studio pour montrer qu'on était ensemble. Oui. Et donc, cette formation HEC, c'était pour vous perfectionner dans la gestion et dans le développement d'une entreprise, quoi, globalement. Absolument. Être chef d'entreprise, en fait, ça ne s'apprend pas à l'école. En tout cas, moi, je n'ai pas eu la chance d'apprendre à l'école, et c'est un peu le cas de tous les chefs d'entreprise martiniquaise, et on trouve aussi la même chose en Guadeloupe, où on va créer son entreprise par rapport à un fait de vie, une volonté, une passion que l'on veut donc transformer en activité professionnelle, mais on n'a pas forcément tous les outils sur la gestion de l'entreprise, les finances, la comptabilité, le contrôle de gestion, les ressources humaines. Et je voulais donc développer mon activité et maîtriser ces outils. Donc j'ai choisi de faire cette formation avec HEC. À l'époque, c'est la CCIM qui mettait en place la formation avec le soutien de l'État, du conseil régional. Et c'était vraiment, donc, des outils qui nous ont été apportés étaient vraiment essentiels. Et moi, ils m'ont beaucoup servi pour mon entreprise. Oui. Mais pour la suite de ma carrière, où j'ai dû prendre la tête d'une chambre de métier. Oui. Et peut-être avant ça, d'ailleurs, pour le groupement des artisans d'art de Martinique, on va voir une affiche et un défilé du Martisan Art à l'époque. Ça s'appelle encore Martisan Art, d'ailleurs. Vous avez créé le groupement des artisans d'art de Martinique. C'est ça, en 2014. Donc, c'était juste après la formation. Donc, je crée avec d'autres artisans d'art, puisque, comme je vous disais, tout ce que j'ai fait de bien, je l'ai fait avec les autres. Et on décide de créer un groupement, parce qu'il n'y avait pas de représentation de ce secteur sur le territoire, alors qu'il y avait des centaines d'entreprises. Et un jour, j'étais déjà élu de la Chambre de métier, nous avons décidé d'inviter les artisans d'art à une réunion à la Chambre de métier. C'était un 4 avril. Il y a une centaine d'artisans qui sont là, qui sont présents. Et la plupart disent « Ah merci de nous avoir invités, c'est la première fois qu'on est invité à la Chambre de métier. » Moi, j'étais ravi de l'entendre. Et j'aurais dit c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière, puisque ensemble, on va créer un groupement. Et j'aurais dit tout simplement ce que j'avais déjà fait avec le groupement des photographes. Il n'y a pas de baguette magique, on va reprendre les mêmes principes, travailler ensemble, se former, organiser des manifestations qui nous ressemblent, et où nous ne sommes pas donc simplement des clients, mais où nous sommes vraiment des acteurs et des promoteurs de l'artisanat d'art. Et ça a fonctionné. Donc le groupement s'est créé, il existe toujours. D'ailleurs, ils viennent de faire la 4e édition du salon, un salon après Covid, qui a connu aussi le succès. Je suis très ravi de voir que... Avec l'équipe de Michael Merlin, qui est aujourd'hui présidente. Exactement, qui est la présidente, et qui était là aussi au début, lorsqu'on a créé le premier, mis, tous les éléments en place. Mais ça continue, ça se développe, et bientôt, ça sera peut-être l'objet d'une autre réunion, mais ils vont aller encore plus loin en créant des galeries d'art, d'artisanat d'art partagé. Donc ça aussi, nouveau concept au service de la population et qui va faire plaisir aussi des touristes. On termine cette rubrique Martinique avec une dernière photo qui vous tient à cœur. C'est une photo qui illustre l'apprentissage.
C'était bon, on fait le pas vers une de vos activités actuelles, qui est celle de président de la Chambre de métier. Et l'apprentissage, c'est essentiel. Alors c'est essentiel puisque depuis, j'allais dire, le début de ma carrière, même quand j'ai été étudiant, je donnais, par exemple pour les clubs photo, on a parlé de ce club photo dans lequel je me suis inscrit lorsque j'avais 14 ans, mais quand je suis arrivé au lycée, j'ai créé un club photo. Quand je suis arrivé à la fac, j'ai créé un club photo, j'ai été surveillant, puisque je payais mes études de cette façon-là, un pion, comme on dit. Eh bien là aussi, j'ai créé un club photo pour transmettre ma passion et apprendre aux autres. En arrivant en Martinique, au lycée de la Pointe-des-Nègres, j'ai créé un club photo. Il y en avait un qui avait existé des années auparavant. Et donc, on l'a réveillé. Et la formation, la transmission de savoir a toujours été, j'allais dire, dans mon quotidien. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit une jeune femme appliquée, donc vraiment concentrée. C'était un concours, c'était les Olympiades des métiers. Donc à l'époque, je présidais la commission formation de la Chambre de métier avant d'en être président. Et j'avais réalisé cette photo et qui a servi à beaucoup de communication après de la Chambre. Et lorsque j'ai reçu la ministre du Travail en Martinique au CFA, quand elle a vu cette photo, elle m'a dit cette photo est magnifique, j'aimerais la même pour mettre dans mon bureau, dans mon ministère. Eh bien, 2 mois après, elle avait la photo dans son ministère, puisque lors d'une rencontre avec d'autres présidents de chambre de métier, je lui avais amené la photo. Et là, on comprend l'importance de l'apprentissage que vous défendez bec et ongle. C'est essentiel. Donc, l'avenir de l'artisanat, tous nos artisans sont passés, 50%, plus de 50% sont passés par l'apprentissage. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse bien former nos jeunes pour qu'ils puissent travailler en Martinique, parce que trop souvent, vous avez des employeurs qui disent bon, on ne trouve pas de personnes qualifiées, donc on va les faire venir de l'extérieur. Ce qui est une aberration dans un pays où il y a plus de 50% de jeunes au chômage. Donc nos jeunes, il faut bien les former, et surtout les former à des métiers où ils vont pouvoir travailler, bien gagner leur vie, pas les former pour les former, et puis après les voir partir de l'autre côté pour aller trouver un travail ou une continuité à leur formation. On termine cette émission, Henri Salomon, avec la rubrique politique, et on va parler de la Chambre de métier. Et on commence tout de suite avec une première photo, parce que votre mandat a démarré par une colère, par une manifestation. Alors c'était à mi-mandat. À mi-mandat, oui. Oui, ça c'était, cette photo, ça s'appelle, c'était l'opération Chambre de métier d'outre-mer en colère. En fait, en 2019, il y a eu une loi de finances qui a été mise en place et qui nous faisait perdre brutalement 25% de nos ressources. Et cette loi de finances, quand elle a été appliquée, n'a eu aucun impact sur le réseau des chambres de métiers hexagonaux. Mais sur les Outre-mer, du fait du profil particulier des entreprises d'Outre-mer qui sont de très petites entreprises, eh bien, nous perdons 25% de nos ressources propres, c'est-à-dire la taxe que payent les artisans à leur chambre consulaire. C'était la même chose en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane. Et donc, c'était une injustice. Donc là, vous me voyez sur une nacelle, le bras en l'air avec un porte-voix, parce qu'il ne fallait pas, se laisser faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas dans l'habitude de nos équipes. Et nous avons réagi pour alerter le gouvernement, mais alerter aussi tous nos partenaires, tous nos soutiens, qu'on ne pouvait pas être privé comme ça de ressources. Parce que dans l'outre-mer, les chambres consulaires sont beaucoup plus importantes pour l'accompagnement des entreprises, pour lutter aussi contre les difficultés que rencontrent nos entreprises, les difficultés économiques. Donc on a besoin de chambres de métiers. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise Covid. Il ne faut pas les priver de leurs moyens, donc par inconscience ou manque d'analyse. Et là, il n'y avait eu aucun calcul d'impact. On fait une loi, on la balance comme ça et on vous l'impose. Eh bien, on a réagi et on continue à réagir pour garder, le même niveau de ressources. Et mon combat avec les présidents de chambre d'outre-mer, c'est que nos ressources aussi soient encore développées, parce qu'il y a beaucoup à faire pour la création d'entreprises. On ne peut pas dire à l'outre-mer,
vous ne créez pas beaucoup d'emplois, vos jeunes s'en vont. Si on ne mise pas sur l'activité au pays, sur la production locale et sur les entreprises de proximité. Et c'était donc au milieu de votre premier mandat, puisque vous en êtes au deuxième mandat. Et le premier objectif que vous vous étiez fixé, c'était de redresser en fait les finances de la Chambre au-delà de cette bataille pour les ressources. Ah oui, la formation HEC a été très importante puisque quand je suis arrivé, il y avait 8,5 millions de dettes à la Chambre de métier avec un budget annuel de 7 millions. Une absence, je me rappelle, j'ai été élu un 26 octobre. Le 27, il y avait plus de... Les salaires étaient payés et nous étions à découvert. Et vous commencez un premier mandat comme ça en vous disant, mince, il n'y a rien dans les caisses, il y a des milliers de personnes qui me font confiance, ainsi qu'à mon équipe. Comment on va faire pour fonctionner? Parce que les salaires, il faut les payer. La dette, qui était une dette historique qui remontait à plus de 20 ans, eh bien, il faut la rembourser parce que si vous n'êtes pas, donc, j'allais dire, à jour de vos attestations fiscales, donc avec un moratoire, vous n'avez plus accès au marché public, donc vous ne pouvez pas aussi générer des ressources. Donc j'ai choisi avec l'équipe la voie du redressement, déjà de la transparence sur les comptes. Je tenais à ce que tous les élus de bureau connaissent notre situation au jour le jour. Donc chaque réunion de bureau, il y avait une présentation des comptes. C'était ma méthode pour plus de visibilité, plus de responsabilité aussi des élus, et puis mettre en place aussi, donc j'allais dire, une stratégie pour pouvoir, bien sûr, ne plus créer de pertes, puisque je ne voulais plus de nouvelles pertes, mais je n'ai jamais oublié pourquoi j'ai été élu, c'était pour servir les artisans. Donc même si nous faisions des économies, même si nous avions arrêté les déficits, notre mission première, c'était de servir les artisans, et nous avons servi les artisans avec moins de ressources, mais nous avons été présents, et même pendant la période de crise Covid. Et là, je tiens à remercier tous les élus, mais aussi toute l'équipe de la Chambre de métier et tous les membres du personnel qui ont compris et qui le savaient, parce qu'ils aimaient la Chambre de métier, ils aiment l'artisanat, mais que notre redressement, c'est-à-dire pour avancer, il fallait donc qu'on ait une gestion très, très, très rigoureuse. Et c'est ce que nous avons mis en place. On va voir plusieurs photos, Henri Salomon, que je vais vous demander de commenter rapidement, parce que le temps passe. La première, c'est avec quelqu'un que tous les Martiniquais connaissent, Sully Kali, qui est notamment un concepteur de tambour, mais pas seulement. C'est un homme de passion, un artiste, j'allais dire un homme incontournable au niveau de notre culture, de nos traditions, de nos musiques. Et c'est aussi un artisan, puisqu'il construit des tambours. Sous la dernière mandature, et ça continue aujourd'hui, on a attaché beaucoup d'importance aux visites de terrain. C'est-à-dire on a été sur le terrain tout le temps, rencontrer les entreprises. Et ce que je dis aux artisans comme aux élus, en tout cas lorsqu'on arrive dans les entreprises, c'est que pour bien défendre l'artisanat, il faut bien le connaître. Donc allez voir nos entreprises du bâtiment, des artisans d'art, de l'alimentation, de la fabrication. Et c'est des calendriers qui sont imposés, qui sont choisis avec les membres du personnel pour aller sur le terrain et voir comment ça se passe au quotidien. Et c'est la meilleure façon, j'allais dire, d'accompagner les artisans et de bien les défendre, c'est d'être près d'eux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été beaucoup sur le terrain. Là, la photo suivante, alors il me semble que c'est Sainte-Lucie, c'est bien ça? Oui. Donc là, je suis y compris au-delà de la Martinique, donc. Oui, parce que là, donc c'était dans le cadre du développement de notre CFA. Donc, comme je vous dis, ma vision, c'est le collectif, c'est la coopération. Et à Sainte-Lucie, donc, ils étaient très favorables à créer un partenariat avec la Martinique pour que nos jeunes puissent aller faire des périodes d'apprentissage, j'allais dire, de découverte de l'entreprise à Sainte-Lucie, parce que ça leur permet aussi de découvrir, j'allais dire, un nouveau mode de vie avec d'autres lois, une autre langue aussi qui est très importante pour la maîtrise de l'anglais. Et c'est pareil pour ces jeunes qui vont pouvoir aussi être accueillis en Martinique. Donc le lendemain de cette visite, nous avions signé une convention. Ça, c'était juste avant la crise Covid. Et donc la convention est là, j'allais dire la volonté est là aussi. Et nos jeunes vont pouvoir se déplacer, et nous avons aussi à cœur d'accueillir ces jeunes de la Caraïbe, comme les jeunes aussi de la Guadeloupe et de la Guyane. Parce que très récemment, nous avons aussi signé, nous sommes engagés sur un partenariat pour que
l'apprentissage ne soit pas simplement sur notre territoire, mais si on veut éviter que nos jeunes partent vers l'Hexagone, il faut aussi leur ouvrir toutes les portes de la Caraïbe, en tout cas de nos voisins les plus proches. La photo suivante illustre l'excellence martiniquaise. C'est une promotion, là aussi, une promotion de diplômés. Voilà, des jeunes qui ont été formés. Donc là, c'était en pâtisserie. Ça devait être pour un brevet de maîtrise. Et je vous ai dit que j'avais une haute valeur de la formation. Et dans le passé, je trouve que nos formations, formation d'apprentissage, c'est comme si ce n'était pas sérieux. Alors qu'on forme des experts, on forme des gens qui non seulement vont avoir un diplôme, mais surtout ils vont avoir la maîtrise d'un métier. Ils peuvent travailler tout de suite. Et sous ma mandature, et avec notre équipe, on s'est dit, plus question de donner le diplôme comme ça. Le diplôme, c'est un acte symbolique où on dit à la personne, vous avez bien travaillé, on est fiers de vous. Et tout le monde va le savoir. Vous allez le vivre aussi. D'où les tenues qui rappellent les cérémonies de remise de diplôme des grandes écoles américaines. Et je peux vous dire que tous ces personnes qui ont reçu leur diplôme dans ces conditions, eh bien, s'en rappellent. Quand j'en rencontre certains, ils me disent « Ah oui, c'était super ». Et même pour eux, c'est valorisant. Ils font des métiers qui sont fantastiques avec des enseignants qui sont extraordinaires. Et là, on voit, donc, il y a le professeur de pâtisserie et la directrice, donc, qui sont là, à côté d'eux. Et moi, je tiens donc, vraiment à ce que la formation, elle soit valorisée. À côté, je vois une pub, l'apprentissage, bel passage. Ça aussi, c'est notre vision de l'apprentissage, de la formation. Et vous portez Oui, allez-y. Non, et puis là, je voulais remercier le professeur, M. Pivert, la directrice, Mme Briand-Montplaisir, et ainsi que tout le reste de l'équipe pédagogique, parce qu'ils sont à fond. Et c'est un message à faire passer aussi à tous les parents. Vous voulez que votre fils, votre fille apprenne un métier où il pourra gagner sa vie, envoyez-le au CFA de Rivière-Salée pour faire une formation en apprentissage, parce que c'est une porte sur la réussite, et surtout la réussite au pays, et parfois même à l'international. Nous avons aussi formé en apprentissage Marcel Ravin, qui a été formé au CFA et qui aujourd'hui est un chef étoilé mondialement reconnu. Et vous portez ce message d'excellence jusqu'auprès des enfants. Comme on va le voir sur la photo suivante, c'est important d'aller dans les écoles, dans les collèges. Et oui, c'est le travail de l'élu aussi. La première partie de ma mandature, c'était vraiment les comptes, administrer la Chambre. Mais à partir du moment où tout a été mis en place et surtout que l'on avait recruté, j'allais dire, la bonne secrétaire générale, les bons directeurs, eh bien, le travail de l'élu, c'est aussi d'aller sur le terrain. Et là, ces jeunes, j'étais venu leur parler des métiers de l'artisanat. Et, parce que pour eux, l'artisanat, c'est un mot dont ils ont entendu parler, mais ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Alors que dans les échanges, tous connaissaient leur boulanger, le coiffeur. Certains avaient des parents qui étaient artisans ou un oncle, ou avaient envie de devenir artisan parce qu'ils voulaient devenir boulanger, coiffeur ou construire des maisons. Tout ça, c'est des métiers de l'artisanat. Et c'est très important d'en parler très jeune, parce qu'on ne doit pas choisir la voie de l'apprentissage par dépit. Non, ça ne marche pas à l'école, je vais devenir apprenti. Non, je vais faire tel métier. Mais avec l'apprentissage, je vais avoir la meilleure formation possible pour réaliser donc, mon parcours professionnel, obtenir mes diplômes et bien sûr m'insérer professionnellement. Juste un mot sur cette petite parenthèse politique politicienne, Henri Salomon avec Yann Monplaisir. Je crois que c'était en 2021 de mémoire. Juste un commentaire de cette photo, parce que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très impliqué en politique politicienne, on va dire. Oui, mais la politique est importante et là, j'allais dire, pour un président de chambre de métier, c'est très important. C'est aussi être un politique, même si on n'est pas engagé dans la politique politicienne, comme vous dites, mais c'est très important. J'ai compris que pour développer notre territoire, il faut aussi que, j'allais dire, le monde de l'entreprise soit au cœur, c'est-à-dire des actions et des volontés politiques. D'ailleurs, en début de mandat, j'avais dit aux élus de la chambre de métier, engagez-vous. Quel que soit le parti, vos affinités, engagez-vous, parce que c'est vous qui allez parler de l'artisanat à nos politiques, c'est vous qui pourrez influer ou peut-être prendre des décisions plus tard si vous êtes élu. Donc il faut y aller.
Sinon, si c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de l'économie, mais qui prennent les décisions pour notre économie, eh bien, ça serait dommage. Donc, c'est très important d'être à leur côté. Et je leur dis même, si vous ne vous engagez pas, gardez le contact pour faire passer des messages sur la réalité de notre situation et surtout sur aussi nos possibilités de développement. Oui. Puisque l'économie, c'est pas que résoudre des crises, c'est aussi accélérer le développement, un bon développement qui profite à tous. La campagne suivante, qui n'était pas de politique politicienne, c'était pour votre second mandat à la Chambre de métier et 2 photos là qui symbolisent la campagne et la victoire. Oui, alors déjà le terrain avec l'équipe, vous les voyez donc motivés et souriants. On a fait beaucoup de terrain et on a fait du terrain alors que pour cette élection, nous étions la seule liste. Mais vous avez voulu mener une vraie campagne malgré Mais tout. nous avons quand même fait campagne. Nous avons été sur le terrain au nom de la Voix des artisans. Donc c'est sur le logo et le nom de notre liste. Et là, nous étions Lamentin, donc avec Henri Basson, Corinne Dieudonné. Il y avait d'autres personnes sur la photo qu'on a dû la Madame recadrer. Vous Martini, connaissez ça? Madame Charloton, parce que c'est des élus, j'allais dire, Oui. impliqués sur le Bien sûr. Lamentin. Et donc, j'ai visité donc, différentes communes avec des groupes d'élus. Nous étions encore en crise Covid, on ne pouvait pas faire de grands rassemblements. Mais nous avons fait campagne. Nous avons eu la chance aussi d'avoir une liste qui soit vraiment une liste d'unité, puisqu'il y a 26 On va voir d'ailleurs sur la photo suivante toute l'équipe qui vous accompagne. Professionnels de l'artisanat en Martinique et 24 soutenaient notre liste. Donc on était, les voilà. Donc l'unité. Et ça, c'était le jour de notre investiture. Donc on sent l'énergie, on sent la joie et ils font du bon travail. Il nous reste 2 photos à voir, Henri Salomon. Une photo qui là aussi est importante, c'est celle qui symbolise votre engagement au niveau hexagonal, au niveau de la Chambre de métier nationale. Vous êtes aujourd'hui élu au bureau de CMA France, donc je suis entre guillemets la voix de l'outre-mer. Donc bien sûr, je travaille pour le réseau hexagonal et national, mais aussi pour l'outre-mer. Toutes ces spécificités que l'on rencontre chez nous, qui ne sont pas ailleurs, il faut qu'elles puissent être exprimées. Et là aussi, c'est une belle équipe donc, qui est repartie aussi pour 5 ans de mandature. D'ailleurs, je les rejoins lundi prochain, puisque nous avons l'Assemblée générale. Et l'outre-mer, aujourd'hui, est, j'allais dire, présent, incontournable dans le développement de notre réseau. Et nous avons vraiment un appui, solide de l'ensemble des régions et de l'artisanat. Ce qui nous a permis, puisqu'on avait parlé de cette fameuse crise où nous avons perdu une partie, grâce à notre réseau, on a pu, et la solidarité de notre réseau, rééquilibrer les comptes pour qu'il y ait donc vers l'outre-mer des transferts qui soient plus accentués, pour permettre l'équité, quelle que soit la région. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et on termine avec une photo très symbolique, celle d'artisans labellisés. Vous avez voulu finir sur cette photo parce qu'elle symbolise l'excellence, là aussi, la recherche de l'excellence. Alors, la visibilité et la recherche de l'excellence, donc ça, c'est une promotion qui reçoit son label Artisanat de Martinique. Donc, ces artisans vont pouvoir utiliser le label sur leur production, sur leurs services, pour avoir, plus d'images, pour avoir aussi, c'est valorisant, donc c'est une image valorisante. Aujourd'hui, on se bat aussi contre ce qui est importé. Pourquoi acheter des choses importées quand certaines peuvent être produites sur place? Parce que quand elles sont produites sur place, elles créent de la richesse pour tous les Martiniquais. Elles créent de l'emploi en Martinique. Et elle crée aussi un avenir pour nos jeunes. On parlait de ces jeunes qui sont obligés de partir. Eh bien, grâce à nos entreprises locales, elles peuvent travailler aussi sur place, se développer. Ça peut être des opportunités aussi de création d'entreprises. Donc, ce label est important, comme toutes les actions qu'a fait la Chambre de métier pour valoriser les compétences, le titre de maître artisan, une plateforme aussi pour les produits de l'artisanat, donc martiniquais. Et nous n'arrêtons pas. Donc, ça, c'était les fruits de la première mandature, puisqu'on a sorti le label en 2021, et nous continuons à le développer avec d'autres initiatives. En 2 phrases, il vous reste 4 ans de mandat pour cette seconde mandature. Vos objectifs?
Alors, premier objectif, construire un pôle chambre de métier à Sainte-Marie, parce qu'il faut qu'on soit plus proche des artisans. Et quand vous êtes dans le Nord Atlantique, c'est très difficile de venir jusqu'à la chambre de métier. Donc là, nous avons engagé, une action pour pouvoir être sur Sainte-Marie. Ça devrait être le cas, je pense qu'on va inaugurer en 2023. Nous sommes en train de faire les plans avec notre architecte. Autre projet aussi très important, c'est de créer une cité du goût et des saveurs pour favoriser tout ce qui est le bien manger en Martinique, avec nos professionnels, l'implication de nos professionnels, des partenariats avec l'éducation nationale, l'ARS et le monde de la restauration et du tourisme, pour que l'on puisse apprendre à cuisiner, quel que soit son âge, donc des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, avec nos produits locaux, puisque au sein de cette cité du goût et des saveurs, nous ferons aussi la promotion des produits du terroir pour qu'ils ne soient pas oubliés, qu'ils ne disparaissent pas. Merci beaucoup Henri Salomon, bonne continuation. On voit que vous avez fait du bon travail à la Chambre de métier depuis le début et on souhaite que ça continue. Et que vous continuez aussi à redresser les comptes de la Chambre de métier. Je vais continuer avec toute l'équipe que je salue. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous connaissez les horaires. Première diffusion de Ces Affaires Nous le mercredi à 20h. Très bonne soirée ou très bonne journée à tous.